Si hier encore, certaines absurdités bloquaient jusqu'ici l'épanouissement des femmes, force est de constater que celles-ci ont investi tous les secteurs d'activité. L'émancipation des femmes apparaît aujourd'hui comme l'un des faits sociaux majeurs de ces 50 dernières années. Les femmes en Afrique et particulièrement au Cameroun sont victimes de marginalisation, de discrimination, un phénomène qui met en mal leur communauté, leur famille et le pays tout entier. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème de la 36e édition de la Journée internationale de la femme qui se célèbre demain, 8 mars 2021. Un thème choisi pour mettre en lumière les différents efforts déployés par les femmes et jeunes filles du monde entier pour façonner une relance économique et un futur plus égalitaire. Nous en parlons dans cette édition spéciale de ce grand débat de ce 7 mars, mais aussi de la 65e session de la condition de la femme qui promeut l'égalité de sexe, l'égalité de genre, la prise de décision des femmes sur la sphère politique ainsi que la fin des violences. Comme deuxième articulation, nous aurons la délinquance juvénile qui prend des propensions inquiétantes au Cameroun et particulièrement dans notre société, dans nos établissements scolaires. Les jeunes dévient aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui pousse cette jeunesse à se lancer dans la déviance? Tentative de réponse dans cette édition spéciale 8 mars 2021. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Camdis Télévision dans le cadre du grand débat, le décryptage de l'actualité internationale et nationale. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, elles sont trois brillantes femmes à nous avoir honorés de leur présence sur ce plateau afin de débattre des différents thèmes qui nous sont proposés. Sans plus tarder, je vais vous les présenter à ma droite. J'ai Madame Véronique Kwa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Camdis Télévision. Merci. Bonne fête à vous. Voilà, je rappelle que Madame Véronique Kwa est femme entrepreneur. Tout juste à ma gauche, j'ai Madame Otungini. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Je vous souhaite la bienvenue sur Camdis Télévision. Merci, je suis ravie d'être avec vous ce matin. D'accord. Madame Ngini, on va le rappeler, est juriste. Bien, Madame, Messieurs, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous propose d'écouter avec nous le round-up de l'actualité de la semaine qui nous a été préparé avec le concours de la rédaction centrale de Camdis Télévision, proposé ici par la voix de la sublimissime Rolande Nsil. Boissons alcoolisées et gazeuses, produits alimentaires sont des produits cibles de ces faussaires. Ces derniers ne sont pas sans risque car ils constituent une menace non seulement pour la santé des consommateurs, mais aussi pour l'économie nationale. Heureusement, le ministère du Commerce a déjà mis sur pied un certain nombre de mesures pour endiguer la contrefaçon au Cameroun. Arrêté depuis le 10 novembre 2021 par l'ONU Femmes, le thème de la Journée internationale de la femme qui se tiendra le 8 mars 2021 est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19. Les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines, en tant que dirigeantes nationales figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La crise a mis en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau disproportionné qu'elles portent. D'ailleurs, la plupart des pays qui ont mieux réussi à contenir la vague de la pandémie de Covid-19 et à répondre à son impact sanitaire ainsi qu'à l'ensemble de ses répercussions socio-économiques sont dirigés par des femmes. À l'exemple des chefs de gouvernement du Danemark, de l'Islande, de la Slovaquie, qui ont été largement reconnus pour la rapidité, la détermination et l'efficacité de leur réponse nationale à la Covid-19. Au Cameroun, l'effervescence autour du pagne, véritable pic de cette célébration, qui cette année est disponible en deux couleurs, à savoir jaune et orange, s'est très tôt fait ressentir et aussitôt, le problème de pénurie a surgi. Néanmoins, la cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, principal producteur des textiles dans ce pays, prévoit une stratégie afin de satisfaire la demande.
Cette journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes ne sera pas célébrée comme à l'accoutumée car les femmes n'auront pas droit au traditionnel défilé. Corona exige. Néanmoins, différentes manifestations en rapport avec la femme seront organisées à cet effet, notamment des tables rondes et ceci dans le strict respect des mesures barrières. Un leadership, oui, mais qui met aussi en exergue la condition de la femme. Et d'ailleurs, la 65e session de la Commission de la condition de la femme a pour thème cette année « Participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ». Elle se tiendra au siège des Nations Unies à New York du 15 au 26 mars 2021 et connaîtra la participation des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales accréditées par l'ECOSOC venant de toutes les régions du monde. Notons que la Commission de la condition de la femme joue un rôle important dans la promotion des droits des femmes. Elle reflète la réalité vécue par les femmes dans le monde entier et contribue à l'établissement des normes mondiales relatives à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Cette commission a donc pour but, au cours des 2 semaines que vont mettre la session, d'adopter des programmes de travail pluriannuels pour évaluer le progrès réalisé et émettre de nouvelles recommandations en vue d'accélérer la mise en œuvre du programme d'action de Beijing de 1995. Entendez, le document de référence en matière de lutte pour l'égalité des sexes à l'échelle internationale. Parlons de toute autre chose à présent. Depuis peu, la montée en puissance de la délinquance juvénile en milieu scolaire confirme que la frontière entre les lieux de transmission du savoir et l'univers du gangstérisme est depuis longtemps détruite. 2018 au lycée de Ngoussongul-Mokan ou à l'Institut polyvalent bilingue La Sophia en Kolfoulou. 2019 au lycée bilingue de Deido à Douala sont là quelques dates marquantes dans l'histoire contemporaine de la délinquance juvénile en milieu scolaire. Alors que la société tend à banaliser ces événements, le lycée de Nkolbison a apporté la preuve pédante en janvier 2020 que drogue et machettes côtoient désormais allègrement cahiers, livres et stylos dans les cartables de nos élèves. Le gangstérisme dans les établissements scolaires est un phénomène bien connu du corps enseignant. Lui qui reçoit toute catégorie d'enfants issus de tous les milieux. Une bonne catégorie, plus portée à parler de sexe. Depuis lors, les pratiques peu orthodoxes tendent à trouver un terrain fertile au sein des établissements au Cameroun. Alors qu'on n'a pas encore fini de parler du porte-monnaie magique, des actes de violence sur un enseignant conduisant à la mort, l'on fait face depuis le 1er mars dernier à une scène pornographique servie en plein jour par des lycéennes dans une salle de classe. Dans la vidéo devenue virale, les jeunes filles vont jusqu'à tripoter certaines parties de leur corps comme pour s'exciter et prendre du plaisir. Entre-temps, la scène est filmée par d'autres élèves. Les parents des dites apprenantes ont piqué une colère après leur convocation par le proviseur, qui d'ailleurs envisage une exclusion définitive des actrices. Il est clair qu'il devient dangereux d'encadrer des enfants sous l'emprise des drogues et porteurs d'armes blanches bien dissimulées, ou encore enclins à des actes pornographiques. Mais l'on en vient à se poser la question de savoir si ces mesures et cette colère suffiront pour supprimer cette atteinte aux bonnes mœurs des mémoires. Plus loin, qu'est-ce qui explique cette résurgence de la délinquance juvénile dans nos établissements? Environnement, parents, médias, État, qui est vraiment à blâmer? Voici, chers téléspectateurs, l'essentiel des sujets qui meubleront cette édition du Grand Débat. Des sujets qui seront vus et revus par les panélistes sous la houlette de Linda Abivondo. Bon débat et merveilleux dimanche.
Merci à toi, Roland Detil. Bon dimanche également à toi. Bien, nous allons, avant d'entrer dans le sujet qui nous échauffe aujourd'hui, celui de la journée internationale de la femme, nous allons prendre comme thème d'entrée la contrefaçon, cette contrefaçon qui revient depuis pratiquement 3 semaines. Nous avons vu des bouteilles de whisky qui ont été fabriquées par des citoyens camerounais. Je vais me retourner vers vous, Madame Véronique Roy. Qu'est-ce qui aujourd'hui pousse les Camerounais à continuer à se livrer à ce genre d'activité, malgré le fait que le ministre du Commerce soit descendu dans certains snacks de la ville pour réprimer cet acte-là? Votre regard en tant que femme? Merci de m'avoir passé la parole. Je pense que cette gangrène, parce que c'est une gangrène pour notre société, pas seulement pour notre société, mais pour le monde, la contrefaçon qui détruit l'économie. Je ne peux pas dire que je vais avoir la prétention de dire pourquoi ils le font, mais ça ne s'explique même pas. Ça ne s'explique pas. D'autres vont dire qu'il s'agit de la crise économique, mais nous vivons tous la crise économique. Nous sommes tous Camerounais. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans mettre en mal la santé des Camerounais. Je ne peux pas. Je ne peux pas expliquer pourquoi ils le font. Ils le font juste pour avoir de l'argent facilement, en détruisant les autres. En détruisant les firmes qui fabriquent ces boissons, par exemple. Parce que j'imagine une société qui produit un whisky et qui le met en vente. Entre-temps, ce whisky ne passe pas parce que quelqu'un d'autre il ne dépense pratiquement rien et puis un matin, il te sort 1000 bouteilles de ce whisky avec un minimum d'investissement. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal, je n'ai rien à dire. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais je pense que notre gouvernement doit prendre des dispositions, comme le ministre l'a fait, pour que ça s'arrête. D'accord. Soulignons que cette contrefaçon fait perdre à l'État camerounais 100 milliards de francs CFA par an. Mais ces 100 milliards de francs CFA par an qui sont perdus par l'économie camerounaise par le phénomène lié à cette contrebande. Je vais me tourner vers vous, Madame Otungini. Vous êtes juriste. Alors, que pensez-vous de ce que Madame Véronique Roy vient de dire concernant cette contrefaçon? Je pense qu'elle a raison. J'ajouterais simplement, parlant des causes, qu'il y a, il faut le reconnaître, une misère ambiante qui fait que ces personnes qui ont été soit déflatées, soit qui n'ont pas d'autres sources de revenus, ça donne à ce genre d'activité. Je noterai également un certain incivisme, parce que, comme elle le dit, madame, il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on n'a pas à manger encore qu'on est dans un pays où il y a toujours à manger un peu. Et quand il y a à manger pour 2, il y en a à manger pour 3 ou 4. Donc c'est beaucoup d'incivisme aussi. C'est des personnes qui ont décidé de se mettre en marche, de tout détruire autour d'eux et qui n'hésitent devant rien du tout. Il y a aussi la copie. Ils imitent ce qu'ils voient quelquefois à la télé, ce qui se passe dans certains coins du monde, que je ne vais pas citer ici, où on utilise tous les procédés pour gagner le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. C'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre du Commerce qui est sur le terrain matin et soir pour traquer ces délinquants.
Bien, Madame Otungini, bien que le ministère du Commerce soit sur le terrain pour combattre ces trafiquants-là, qu'est-ce qui fait en sorte que ce mal perdure dans notre société? N'est-ce pas, nous aussi, en tant que citoyens camerounais, nous pouvons agir et aider le gouvernement dans cette lutte-là? Je pense qu'il y a quelquefois un certain laxisme de la part des autorités. Les mesures devraient être prises et renforcées pour mettre fin à de tels agissements. Je pense aussi qu'il y a un certain vide au niveau juridique pour la punition de ce genre d'infraction. Il faudrait également que le législateur examine de près les sanctions possibles à apporter à de tels agissements. S'il faut parler de sanctions, vous comme moi sommes des citoyens camerounais, des citoyennes camerounaises. Parlons par exemple de la fabrication des faux médicaments. Dans nos marchés, nous voyons cela perdurer aussi. Mais c'est nous-mêmes camerounaises et camerounais qui allons vers ces gens-là pour acheter ces médicaments-là. Est-ce que nous-mêmes ne contribuons pas aussi quelque part dans ce mal-là? Il faudrait également sensibiliser les populations sur les méfaits de ces contrefaçons sur notre santé. Je crois que ce n'est pas suffisamment dit. Il faudrait que ce soit dit au niveau des médias, au niveau de nos communautés, au niveau de nos quartiers, qu'on explique à tout le monde que ça ne résout aucun problème. Au contraire, on peut se retrouver bien plus malade qu'avant du fait de consommer ce genre de médicaments ou de produits. D'accord, merci. Merci mesdames pour votre point de vue sur ce problème qui nuit dangereusement à la santé des Camerounais. Nous allons maintenant entrer dans le vif de ce qui nous concerne aujourd'hui, la journée internationale de la femme. L'an dernier, nous avons remarqué sur le thème de la journée de la femme qu'il était question de promouvoir le droit des femmes et aussi l'égalité de sexe. Et ce thème-là qui revient comme une litanie aujourd'hui encore, l'égalité de sexe et de genre est prônée. Quel état de lieu faites-vous par rapport à l'année dernière sur la journée internationale de la femme? En ce qui concerne l'égalité de sexe et de droit entre les hommes et les femmes dans notre pays, par rapport à la journée internationale de la femme, je pense qu'il y a eu une amélioration, une évolution au niveau de la prise de décision. Nous voyons des femmes qui occupent maintenant, de plus en plus, des femmes qui occupent des postes dans la haute administration. Nous avons des femmes leaders politiques. Nous avons, et puis, il faut le dire, il y a vraiment, il y a eu comment dire ça, il y a eu une grande évolution, enfin, selon moi, parce qu'il y a plein de femmes qui ne s'intéressaient pas à la chose politique. Vraiment pas. Mais avec les campagnes sur le terrain, pas les campagnes des partis politiques, mais les campagnes dans les associations où on nous dit allez vous inscrire pour pouvoir voter si vous voulez le changement, si vous voulez qu'il y ait égalité réelle entre égalité de genre, il faut prendre la peine de s'inscrire sur les listes électorales, de voter. Moi, je suis apolitique, je peux le dire, mais j'ai ressenti ça. J'ai ressenti dans les médias, j'ai ressenti qu'il y avait quand même une évolution par rapport aux années antérieures. Donc je pense que c'est lent, mais ça avance. D'accord.
Parlons justement de cette implication des femmes sur la prise de décision sur la sphère politique. Nous avons constaté que les femmes aujourd'hui sont plus investies dans le secteur informel. Ces femmes-là qui sont génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois sont plus investies dans le secteur informel. Qu'est-ce qui explique cela? Que lorsqu'on regarde les petits métiers, je m'excuse du terme, mais on se rend compte que les femmes aujourd'hui préfèrent travailler dans le secteur informel. Enfin, préférence, je ne sais pas. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de choix. Mais je dois quand même relever qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Penser que tout va mal, qu'on devrait être noir le 8 mars, qu'on devrait pleurer, qu'on n'a pas de raison de porter le tissu qui a été conçu pour ça, c'est un peu trop de pessimisme. Et puis le refus de considérer objectivement les avancées qui ont été faites. Il y en a beaucoup. Elle en a cité quelques-unes. Je peux en citer d'autres, mais je pense que ce n'est pas votre question. Il reste, malgré ces avancées, que beaucoup reste à faire. Il faudrait aider davantage les femmes à prendre des initiatives, à initier des petits projets, elles qui sont si fortes dans le domaine informel, mais que ce soit organisé. Donc, mais pour ça, elles ont besoin d'aide. Les agricultrices ont besoin d'aide. Celles qui sont dans la rue et qui vendent, les petites commerçantes, ont besoin d'aide. Bon, il faudrait renforcer leur capacité pour qu'elles soient en mesure de gagner davantage leur vie. Il faudrait les éduquer davantage. Et comme je dis, le gouvernement a beaucoup fait. Il y a énormément de programmes, énormément, peut-être que j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de programmes. Il faut les connaître, il faut les vulgariser. Et maintenant, c'est à nous, femmes, à revenir sur l'essentiel. Parce que je pense que le sens initial de la journée internationale de la femme a été légèrement détourné. Au départ, il était question de faire un bilan, de faire un constat et puis de regarder vers l'avenir. Mais nous, comme société, qu'est-ce qu'on a fait de cette journée? On a pensé que le 8 mars, c'était une journée pour aller dans les bars, pour danser, pour dire non au mari, pour se faire servir, ou alors dormir. On n'a pas compris beaucoup de choses. Heureusement, le ministre actuel de la femme et de la famille, il faut le reconnaître, je l'ai écouté encore hier soir, Madame Marie-Thérèse Benondoua, ramener cette fête à son sens initial, qui est la réflexion. Scruter notre société, comme vous venez si bien de le faire, identifier les nouveaux problèmes, les nouvelles difficultés, comme cette délinquance au niveau des écoles, où les filles sont en première ligne, et puis voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, continuer à sensibiliser les autorités publiques et politiques sur l'urgence de continuer à promouvoir les femmes sur tous les plans, au niveau politique, au niveau socio-culturel, au niveau administratif, les mettre donner aux femmes non seulement des places, mais des places de choix. On a 11 ministres, oui. On a 3 qui sont dans des domaines qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Mais on gagnerait un jour à avoir une femme Premier ministre dans ce pays, à avoir une femme ministre des Forces armées, pourquoi pas. Donc, c'est ce regard qu'il faut continuer à porter sur la société camerounaise, sur nos femmes, sur les femmes, les petites filles, les jeunes filles. Et il y a beaucoup à faire. Et leur donner également l'opportunité
de prendre des initiatives pour, par exemple, promouvoir la paix au Cameroun, une paix durable, une paix stable. Je suis certaine que si on laissait à 10 femmes la possibilité de trouver des solutions immédiates aux problèmes que connaît actuellement une partie de notre pays, on pourrait y arriver plus rapidement parce que la femme a cela de spécial, de particulier, qu'elle est plus sensible et du fait de sa maternité, elle est plus apte à trouver des solutions rapides à la paix, par exemple. D'accord. Parlons donc de ce problème de sensibilité en ce qui concerne les femmes. Qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que certaines femmes préfèrent être dirigées par des hommes? Parce qu'on peut se dire que la femme, quelque part aussi, est l'ennemi de la femme. Parce que d'autres femmes, on le constate, hein, lorsqu'il s'agit peut-être d'aller dans une institution, on se retrouve servi par exemple par une autre femme, on est obligé de fuir et puis peut-être chercher où se trouve un homme parce qu'on se dit, on met peut-être quelque part en exergue le comportement de certaines femmes sur le plan empathique. Oui, c'est très pertinent ce que vous dites, mais je suis même d'accord avec vous. Parce que la femme, on ne peut pas dire que la femme est l'ennemi de la femme. Non. La femme a plutôt très régulièrement c'est une sorte de complexe. Ce petit complexe-là, quand elle est face à une autre femme, il y a toujours ce petit moment une petite concurrence, quoi. Donc parfois c'est pas méchant. Je pense que c'est inné, mais de plus en plus les femmes préfèrent avoir, pour moi personnellement, quand je vois une femme qui est commissaire avec 6 étoiles, waouh, j'adore. J'aime ça parce que je dis toujours, pourquoi pas une femme ministre de la Défense comme Madame Outou l'a dit, pourquoi pas une femme ministre des Finances au Cameroun? C'est pas interdit. Je pense que de plus en plus les femmes ont compris qu'il ne s'agit pas d'une histoire de personne, mais il s'agit de nous mettre ensemble parce que la femme est un être spécial. Nous sommes intelligentes, les femmes. Les femmes sont plus fortes que ce qu'on dit. Je pense que celui qui a dit que la femme était le sexe faible ne savait pas ce qu'il disait parce que les femmes ont cette capacité-là de pouvoir transcender des situations que les hommes ont du mal à supporter et qui peuvent facilement entraîner non pas seulement la famille, la société dans des désastres. Donc, je pense que la femme gagnerait. Celle qui se trouve encore dans cette situation-là, qui pense que l'autre femme est son ennemi, l'autre femme est son adversaire, doit revoir sa façon de vivre les relations entre les femmes. Parce que plus on va se mettre ensemble, plus on va comprendre que nous ne pouvons pas faire une société sans nos sœurs. On ira très loin. Très, très, très loin. Mais tant que la femme pense que sa sœur est son ennemie, elle ne peut pas bien faire, elle va faire mal parce que il ne faut pas qu'elle me dépasse,
Pourquoi elle? Pourquoi? Parce que c'est juste ça, hein. C'est des histoires terre à terre. Parce que quand on arrive à un certain niveau de réflexion, un certain niveau de maturité, on se rend compte que c'est nous qui attirons maintenant. Je m'excuse d'être un peu, de dire nous, parce que moi je l'ai compris. J'ai compris que, et il a fallu que j'atteigne cette maturité-là, de comprendre que il faut attirer les autres femmes qui n'ont pas compris que les femmes, quand elles se mettent ensemble, elles peuvent faire quelque chose de costaud. Donc je pense que la situation de la femme doit être revue par la femme elle-même. Les relations entre les femmes doivent être améliorées d'abord par nous les femmes. C'est pour ça que nous nous mettons en association et vous voyez ce que les femmes sont capables de faire quand elles se mettent ensemble. D'accord. Mais est-ce que, je ne vais pas vous couper la parole, mais est-ce que certains stéréotypes n'ont pas favorisé la situation de la femme dans cette situation? Parce qu'il y avait certaines situations dans lesquelles on disait que la femme ne doit pas croiser le pied devant l'homme. Ces stéréotypes-là n'ont pas été ancrés, n'ont-ils pas été ancrés dans la tête de la femme pour se sentir aujourd'hui et se considérer comme étant le sexe faible? bien sûr, dans nos sociétés, par exemple dans la société africaine et pas seulement, parce que même aux États-Unis, même ailleurs, on a vu que dans l'évolution de la société, la femme n'a pas évolué comme l'homme. Attention, dans la création même, Dieu n'a pas d'abord créé la femme, il a créé l'homme. Donc, je pense que c'est logique, mais maintenant, dans l'évolution, je pense qu'on ne doit pas tenir compte de... Je vais vous couper un peu, parce que vous avez soulevé un pan là tout à l'heure, parlant de la création dans la Bible, puisque nous tous, nous lisons la Bible, et puis maintenant on se réfère sur le fait que Dieu ait créé la femme de la côte de l'homme. N'est-ce pas cela une certaine limite que la femme s'est imposée par rapport à son devenir? Je vais me tourner vers vous, Madame Otto, pour cette question. Merci, j'aime beaucoup quand on parle de la Bible aussi. La Bible inspire. Je crois que la femme a une force extraordinaire qui lui a été donnée dès le départ par le Seigneur. Et le fait qu'elle ait été créée à partir d'une côte de l'homme ne devrait nullement lui donner un complexe. Au contraire, maintenant, est-ce que nous devons, nous, absolument chercher l'égalité parfaite entre l'homme et la femme? Je ne pense pas. Je pense que nous autres, Africaines, Camerounaises, nous devrons mettre davantage l'accent sur la complémentarité entre l'homme et la femme. La division des tâches, nous dire que le Seigneur, puisqu'elle en a fait allusion, a confié à la femme un certain nombre d'aspects, de domaines, de tâches qui lui sont spécifiques et à l'homme un certain nombre. Donc, il ne faudrait pas qu'on se pose en ennemi, en concurrent. On n'est pas non plus obligé d'adopter le concept occidental d'égalité à 100% entre hommes et femmes. On n'y arrivera jamais. Mais sensibiliser les femmes sur leur rôle fondamental en matière d'éducation, sur leur rôle fondamental de chrétienne, amener, inviter à transformer le monde par l'amour. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Tant que nous parlons beaucoup de ces... je ne sais pas comment appeler ça, de cette guerre entre l'homme et la femme, on n'arrivera jamais. Alors, vulgarisons
également le droit. Vulgarisons les lois, surtout auprès des femmes rurales. Celles de la ville, celles qui vivent en zone urbaine, savent beaucoup de choses. Elles suivent l'actualité. Elles savent quels sont leurs droits, même en matière successorale. Elles savent maintenant. J'assistais l'autre jour à une causerie éducative où on disait aux femmes rurales, ne sortez, aux veuves en milieu rural, ne sortez pas, n'acceptez pas de sortir de votre maison. C'est votre maison. Qu'on ne vienne pas vous dire, ah, c'est la maison de votre mari prédécédé, c'est votre maison. Ça, il y en a qui ouvraient les yeux. Mais la même intervenante a dit, mais je ne vous envoie pas non plus disputer les champs de cacao. Laissez ça aux familles. C'est les biens patrimoniaux qui appartiennent à la famille. Mais votre maison, votre cuisine est à vous. Enfin, c'est pour dire que elles ont besoin de savoir. Quelquefois, c'est l'ignorance. C'est pas l'ignorance au sens péjoratif, c'est la méconnaissance de leurs droits, de leurs intérêts. D'accord, parlons donc d'éducation, l'éducation des jeunes filles, l'éducation des femmes. Aujourd'hui, je voudrais savoir, je vous pose encore cette question-là, lorsqu'il y a des femmes qui vont dans leur village ou encore dans leur famille chercher leur petite sœur ou leur nièce, hein, qui ne vont pas à l'école, pour celles qui travaillent, hein, pour les aider dans les tâches de la maison, à savoir peut-être garder les enfants, surveiller la maison et tout, parce que peut-être on se méfie des nounous et tout. Est-ce que c'est pas là un frein à l'éducation de la jeune fille qui devrait aller à l'école aussi et devenir une grande femme demain, parce que on se dit souvent, oui, je vais te payer une formation, et souvent ces formations-là ne sont pas vraiment des formations dignes de ce nom. Parfois on peut... Est-ce que ce n'est pas là, par exemple, aussi une certaine limitation de l'éducation de la jeune fille? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien aller au village chercher sa cousine, chercher une voisine pour qu'elle vienne vous aider à la maison, mais en même temps, promouvoir son savoir-faire, son savoir-être. C'est comme ça qu'on peut l'aider. En même temps, et recevoir d'elle en retour cette aide ménagère-là. Pensez-vous qu'elle sera encore en condition de pouvoir s'éduquer, puisque la majeure partie du temps, souvent le temps passe, hein, 1 an, 2 ans et tout? C'est une question d'organisation, parce que même celles que nous appelons les bonnes, ben, c'est des techniciennes de surface. Il faudrait qu'on les aide, qu'on les éduque à notre tour, qu'on envoie, qu'on les renvoie vers des formations qui puissent leur permettre d'être plus efficaces, plus performantes. Donc, c'est vraiment une question d'organisation, c'est une question de volonté. En fin de compte, ça se limite, ça se résume en une question d'amour pour l'autre et de bienveillance. D'accord, je vais me tourner aussi vers vous, Madame Véronique. Vous êtes femme entrepreneur et vous encadrez des femmes dans votre mouvement. Est-ce que aussi, depuis pratiquement 1944, les femmes ont acquis certains droits, hein, parlons justement du droit de vote, hein, du droit d'ouvrir un compte bancaire. De 1944 à 1975, des efforts ont été faits en ce qui concerne l'autonomisation de la femme. Trouvez-vous qu'entre 1944 et aujourd'hui, que la femme soit vraiment émancipée? Oui, je peux répondre oui. Parce que la preuve, c'est que nous sommes là aujourd'hui, Madame Otou et moi. Nous sommes là avec vous. On ne pouvait pas le faire avant. Même quand il fallait parler de la femme, on invitait les hommes. C'est des hommes qui animaient les émissions de femmes et tout. Donc moi, je pense que sur le plan politique, social, il y a eu une grande amélioration, une nette amélioration. Parlant de l'émancipation de la femme, telle que nous, en Afrique, nous l'apprenons, c'est pas
C'est pas ça. Moi, je pense que l'émancipation de la femme passe justement par son autonomisation. Une femme qui a une autonomie financière, une femme qui est formée, une femme qui est libre, qui se sent libre et épanouie. Et de plus en plus, on voit des femmes qui sont des leaders d'associations, des leaders politiques, des leaders dans leur domaine d'activité et qui s'en sortent. Nous avons des femmes qui élèvent des enfants toutes seules et qui, quand vous arrivez dans ces familles-là, vous n'allez pas trouver n'importe quoi. Est-ce que c'est facile la conciliation entre ce leadership-là et la vie de famille? Si, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Avant, on était obligé de prendre des aides ménagères, mais on s'est très rapidement rendu compte que ces femmes venaient, c'était pas pour arranger, c'était plutôt pour détruire. Hein. Parce que quand vous voyez les images, comme on a vu là tout à l'heure, où les jeunes filles... Mais si vous allez faire une enquête, vous allez voir les statistiques, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des enfants qui ont été élevés par les bonnes. Moi, je n'aime pas ce mot, la bonne, j'aime pas ça. Parce qu'il y a une démission, il y avait une démission de la femme qui, à un moment donné, a voulu s'émanciper et courait vers l'émancipation en délaissant la famille. Ça, on a traversé cette période-là où on voulait à tout prix, pas par orgueil, mais parce qu'on sentait qu'il nous fallait ça. Il nous fallait cette émancipation-là. Il nous fallait sortir de nous-mêmes pour aller, pour retrouver une autonomie. Alors, on était obligé de prendre des aides ménagères. Qu'est-ce que ces femmes faisaient avec nos enfants? On ne sait pas, vous sortez le matin à 6 h, vous revenez à la maison à 22 h. Vous ne savez pas ce qu'on a dit à l'enfant, qu'est-ce que l'enfant a fait à l'école, qu'est-ce que la ménagère fait avec les enfants à la maison. Et on se retrouve avec des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Mais je pense que depuis une dizaine d'années, avec les formations comme Madame Otou disait, avec les groupements que les femmes font entre elles, on se retrouve, on a les mêmes problèmes, nous traversons, nous partageons les mêmes situations. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a certains leaders qui prennent sur elles de former ces aides ménagères et de les mettre à la disposition des femmes. Parce que quand vous avez une ménagère qui est bien formée, elle sait ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire avec les enfants, avec la maison, dans votre ménage. Ça, c'est déjà bon pour l'émancipation de cette ménagère. Oui, parce que vous ne pouvez pas payer une ménagère qui a été formée comme vous payez cette petite fille que vous irez chercher au village. Moi, je suis contre ça. Parce que cette fille que vous allez chercher au village, qu'elle soit votre petite soeur ou alors votre cousine, elle a besoin d'être une femme demain, une femme émancipée. Je veux que les gens prennent le mot émancipée, quand je le prononce, comme une femme développée, une femme qui a son autonomie sociale. Parlons justement de cette autonomie sociale et financière-là. Est-ce que le fait que les femmes soient autonomes et financièrement indépendantes ne crée pas un sentiment de rébellion vis-à-vis de l'homme, de son mari? Parce qu'on a l'impression que les femmes, lorsque celles-là se sentent indépendantes, deviennent un peu rebelles, deviennent un peu insoumises dans le ménage. Et c'est ce qui peut-être fait peur aux hommes, hein, cette autonomisation, parce que nous avons des hommes qui refusent carrément que leurs femmes travaillent, que leurs femmes occupent certaines fonctions dans l'administration.
Je vous pose la question, Madame Otto. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais rapidement revenir sur la précédente. D'accord. Elle a dit de très bonnes choses. Je voudrais dire que les combats ont changé. Maman qui est décédée, excusez-moi de prendre un exemple personnel, il y a 1 an, ne pouvait pas sortir du Cameroun sans l'autorisation de son mari. Elle votait déjà, ma mère, mais ma grand-mère ne votait pas. Mon grand-père favorisait l'éducation des filles par rapport à l'éducation, favorisait l'éducation des garçons par rapport à l'éducation, à l'instruction des filles. Il trouvait que ça ne vaut pas la peine qu'on mette beaucoup d'argent sur les filles, qu'on les envoie à l'école. De toute façon, elles sont destinées à une autre famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est dire qu'il est important de souligner qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. Maintenant, il y a des domaines qui n'ont pas bougé. Et je m'en vais vous citer un exemple. Le cas de la veuve reste critique. Et ça fait partie vraiment d'une de mes grandes préoccupations comme juriste. Parce que la veuve camerounaise ne vient pas encore à la succession de son mari. Dans certains cas, elle peut être considérée comme usufruitière. Mais c'est les enfants qui héritent de tout. On lui donne quelques miettes. Encore faut-il qu'elle s'entende avec ses enfants. Si elle ne s'entend pas avec les enfants, elle peut même être chassée. Alors, je crois qu'il y a une réflexion qui a commencé sur cette question depuis au moins 20 ans. Mais le code de la famille n'est toujours pas sorti. Je ne sais pas pourquoi, à quel niveau c'est bloqué. Il faudrait que ce code sorte et qu'on avance. Maintenant, quelle était l'autre question? La deuxième question, c'est sur la rébellion des femmes émancipées. Lorsqu'une femme émancipée est émancipée, autant pour moi, est-ce que cela ne suscite pas en elle un esprit, bien un sentiment de rébellion en fait vis-à-vis de son mari? Sentiment de rébellion, émancipation. Je pense que c'est des femmes qui ne sont pas bien dans leur peau, dans leur tête. Quand on est bien dans sa tête, il peut y avoir dans tous les ménages des difficultés. Le mien n'est pas parfait, là, j'en ai connu. Mais je n'irai pas jusqu'à me rebeller un jour et claquer la porte et dire j'en ai marre, c'est moi qui fais tout ici, je veux plus. Ça, c'est de l'immaturité. Je pense que nous devons, surtout nous, les femmes croyantes, vraiment, nous devons être des modèles. Et les ménages chrétiens devraient être des modèles également de ménages, de couples, pour montrer que on peut être mari et femme et s'entendre, même peut-être pas sur tous les points, mais sur l'essentiel. Quels objectifs nous avons en commun? Et ça prend au départ, avant le mariage, qu'il y ait une préparation. Que tous les deux suivent une préparation relativement à tous les aspects du mariage, peut-être religieux, pas seulement, mais même au plan purement juridique, quels sont les droits des épouses, quelles sont les tâches d'un père de famille responsable. Comment nous pouvons gérer ensemble notre argent? Comment nous pourrons éduquer nos enfants à l'avenir? C'est des questions qui doivent être abordées avant le ménage, avant le mariage. Si ce n'est pas traité avant le mariage, ça donne lieu après à beaucoup de difficultés et à la rébellion dont vous parlez. Autre chose, un couple doit être ancré dans le Seigneur. Peu importe la religion. Je suis catholique, mais je respecte les musulmans, je respecte les protestants, les autres. On est tous croyants quand nous sommes ancrés dans une foi ferme
une foi sûre. Et c'est ça qui nous permet de tenir. Quand on a l'espérance, on sait que nous croyons en Dieu, nous avons décidé d'être mariés avec Dieu, et alors on s'abandonne entre ses mains, à sa volonté, et on prie ensemble. On va rire. Je vois des gens qui vont rire, sourire et dire où est-ce qu'elle nous amène encore, Madame Outou, ce matin. Mais c'est la vérité. Voilà, c'est ça le secret. D'accord. Depuis le mouvement de cette émancipation au Cameroun, on s'est rendu compte que le nombre de divorces, vous êtes juriste, a augmenté. Il a augmenté. Est-ce que ce n'est pas quelque part l'impact de cette émancipation-là sur les foyers? Oui, quelqu'un m'a envoyé une vidéo l'autre jour. C'est pas une Camerounaise qui parle, heureusement, mais c'est une femme de l'Afrique de l'Ouest. Fichez-nous la paix avec vos histoires de droit. Nous sommes bien comme nous sommes. On vivait bien avant. Je ne veux pas vous écouter. Allez vous faire voir ailleurs. Non, c'est pas ça aussi. Il faut prendre... Je dis toujours à mes enfants, on a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Je leur ai dit, prenons ce qui est bien de l'autre côté et gardons ce qui est bien chez nous. C'est cet équilibre-là qui fait que on sache que de l'autre côté, le respect, ce respect que nous avions déjà également, nous, à notre niveau, mais le respect du bien commun que nous avons bâti ensemble, fait que, quand le couple vient à se séparer, on partage, on divise le patrimoine en deux pour que la femme ait une partie et le mari ait une partie. C'est le cas au Québec. Donc, essayons de trouver toujours un consensus, quelque chose qui rassemble, pas qui divise. Essayons d'avoir notre regard dirigé vers le même côté et non pas l'un contre l'autre pour nous battre. Essayons, nous les femmes, de soutenir les autres femmes, celles qui ont déjà atteint un certain niveau d'autorité. Respectons-les, soutenons-les, et puis au lieu de commencer les intrigues, nous sommes spécialistes dans les intrigues, et c'est en ça que j'approuvais votre déclaration, à savoir que la femme peut être l'ennemi juré de l'autre femme. Les pires critiques d'une femme viennent des autres femmes, alors que les hommes, quelquefois, soit ils ne disent rien, soit ils rient, mais nous, c'est nous qui allons détruire, abattre celle qui, pourtant, a été placée là pour nous aider. Nous voyons seulement ce qui est négatif. Nous ne voyons pas tout ce qu'elle fait pour nous tirer vers le haut. Donc, essayons aussi, ça prend de la bienveillance, ça prend de l'intégrité, une certaine intégrité morale, une certaine honnêteté, de reconnaître que ce que l'autre fait est bien et que nous pouvons la suivre. Et elle a dit aussi, j'ai beaucoup aimé, le fait de nous mettre ensemble. Mettons-nous ensemble. C'est pour ça que nous n'avançons pas, parce que nous sommes foncièrement individualistes. Chacune veut tirer la couverture de son côté. Mais si on se mettait ensemble, si on ne se regardait pas comme des chiens, là, on pourrait faire beaucoup de choses. Et on va vers ça. Il y a un dynamisme extraordinaire en ce moment qui veut que beaucoup de leaders, et on parlera du leadership, je suppose, à un moment donné, nous expliquent la nécessité, l'urgence de prendre des initiatives, mais ensemble, et de nous soutenir mutuellement, et de monter les projets ensemble. D'ailleurs, les bailleurs au plan international, maintenant, favorisent les groupes, non pas les individus, mais les associations, des groupes, des personnes qui se mettent ensemble, des femmes qui se mettent ensemble, mais qui ont un plan d'action bien défini, bien travaillé, qu'elles soumettent à ces bailleurs de fonds.
D'accord. Afin de vous permettre de souffler un peu, chère dame, nous allons nous tourner du côté de la technique parce que les caméras de Cam10 Télévision sont descendues dans les rues de la cité capitale pour rencontrer ces femmes-là qui valorisent l'autonomisation et l'émancipation de la femme, à savoir l'une d'entre elles est caméra woman et l'autre laveuse de voiture. Leur reportage tout de suite. Aide-soignante puis commerçante, c'est en 2020 que Gisèle prend l'engagement d'opter pour une reconversion. Une décision inopinée compte tenu de la situation sanitaire que traverse le Cameroun. Là où j'exerçais, en tant qu'infirmière dans une clinique, on a eu à fermer ces cliniques parce qu'il y avait les cas de décès du Covid-19. Tellement la population a été infectée et que l'histoire du Covid-19 avait été réputée dans toute la ville du Cameroun. Je me suis retrouvée au chômage. De là naît l'intérêt pour les véhicules, au point d'en faire une véritable source de revenus quotidienne. Un jour, il y avait eu de l'affluence ici à la laverie. Je voyais comment des clients partaient, ceux qui n'étaient pas satisfaits, qui n'arrivaient pas à se faire laver des voitures. C'est là où je me suis donc décidée, ce qui était de mon comptoir. Je me suis retrouvée en train de prendre le seau et la brosse et la serviette. J'ai commencé par cirer les roues. Bon, j'ai commencé 1, 2 voitures, j'ai vu que j'étais apte. Ces journées, elle les enchaîne ici, loin des casseroles et de ses 5 enfants, mais plus près des seaux à eau, brosses à linge, serviettes et savon de ménage. Laver une voiture, franchement, quand je la lave seule, elle peut me prendre 20 à 25 minutes. Et les parties d'abord plus essentielles, ce sont les roues. Il faut d'abord virer les roues et enlever la boue dans les barres de caisse. Après avoir fait les roues, il faut passer par la porte. Un métier qu'elle n'a pas choisi et pour lequel elle y met du cœur et de la dextérité, malgré les conditions physiques quelque peu éprouvantes. Après avoir lavé des voitures, quand je rentre à la maison pour vouloir me reposer, tout le corps est cassé, j'ai mal un peu de partout. Seule femme dans un milieu majoritairement masculin, s'imposer aura été sa plus grande réussite. Et vraiment, j'ai encouragé le fait qu'elle ait pris cette initiative-là, de vraiment commencer et de persister, d'insister, de persister. Parce que c'est pas facile. Heureusement, elle sait compter sur son conjoint, lui aussi à l'œuvre dans cette laverie de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce que les femmes ne font pas? Moi, je n'imaginais pas qu'une femme peut être colonel. Je n'imaginais pas qu'une femme peut faire la mécanique. Qu'est-ce que les femmes ne font pas? Les femmes font tout. Pourquoi pas la laverie? Là où vous voyez une femme, il y a l'argent. Passionnée de médecine, Gisèle ne regrette pas ce choix qui pourrait lui donner une chance de réaliser son rêve, celui d'ouvrir sa propre clinique et servir d'exemple de persévérance à plusieurs autres femmes. Devant vos écrans de télévision, vous ne la voyez pas. Pourtant, elle fait partie de la chaîne de production. Derrière sa caméra, elle vous fait vivre au quotidien chaque minute de vos émissions favoris sur les antennes de Cam10 Télévision. C'est une Amazone. C'est à Cam10 qu'on me nomme chef de plateau. C'est vrai qu'avec les hommes, c'est pas évident. C'est pas chose facile de travailler au milieu des hommes. Parce que je suis ici la seule femme. Ici, tout le monde l'écoute malgré les réchignes. Normal. C'est elle le chef. Vas-y Ramsey, s'il te plaît, il faut baisser le décor là pour la matinale pour demain matin. Responsable de tous les plateaux de la maison. Je rentre souvent chez moi après le journal de 20h. Je me rassure que le plateau de la matinale est prêt. Et je place mes caméras selon les angles de tout un chacun des invités. Mais une fois devant l'objectif, la carapace se brise. Armandine ressent cette gêne que tous ou presque éprouvent une fois à découvert. Il dit que c'est pas par là qu'on commence. Alors présente-toi en quelques mots. Qui est Armandine Ada? Ok. Je suis Ngono Ada, Tekle Armandine. Sortie de l'écurie du Centre pratique de technologie de l'information et de la communication d'Obala, la jeune dame est une passionnée de la caméra. Un outil qu'elle éprouve du plaisir à manier grâce à un souhait de sa mère qui intègre parfaitement ses préférences. Je dis merci à ma maman parce que c'est grâce à elle que j'ai fait ce métier. Et
il faut aussi dire une vérité, c'est que moi, particulièrement, j'aime faire tout ce que les hommes font. Étymologiquement, elle porte bien son prénom. Armandine, force, homme, armée et joie. Mais sous ce caractère féroce se cache une pépite de la profession. Elle travaille normalement comme les hommes et parfois un peu plus que les hommes même. Donc au niveau de la caméra, lorsqu'il faut arranger les décors, elle arrange normalement les décors et elle n'a pas de limite. Dans tout ce qu'elle fait, elle le fait normalement comme les autres garçons. Ici, sur son mètre 60 et ses 30 années d'existence, elle démontre bien qu'aucun métier n'est associé au genre. Un idéal qui se résume chez elle en 8 lettres. Fringale. Merci pour ce reportage signé Claude Maillot. Le temps pour nous maintenant de revenir sur ce plateau. Nous accueillons notre troisième panéliste, Madame Bissot Biela. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Bonjour à toutes les panélistes. Bonjour à toutes les femmes. Bonjour à toutes les Camerounais. C'est vraiment un honneur et une joie d'être sur Cam TV. Un honneur pour nous également. Vous nous avez déjà trouvé en avant dans ce débat. Nous avons écouté le reportage de ces femmes-là qui se battent tout jour et nuit pour valoriser l'autonomisation de la femme dans la société camerounaise. Je vais vous convoquer encore une fois de plus, Madame Véronique, puisque vous êtes présidente d'association. Quel est le combat que vous menez pour impulser le leadership féminin dans cette association que vous dirigez? Merci, mais si vous permettez, je voudrais juste faire une petite précision de mon idée sur la question que vous avez posée à Madame Otto. D'accord. Par rapport à l'émancipation de la femme et les conjoints qui pensent que les femmes émancipées se rebellent. Je pense que dans cette histoire, il y a beaucoup plus des incompréhensions. Parce que la plupart des femmes qui sont émancipées mais qui sont matures. Parce qu'il ne s'agit pas des petites filles, il s'agit des femmes matures. Ces femmes-là trouvent généralement des conjoints qui se sentent un peu complexés. Oui. Moi, j'ai rencontré des hommes comme ça qui ont peur d'une femme qui est autonome, tout simplement parce qu'il a l'impression qu'il perd son autorité d'homme. Et là, vous, la femme, si vous êtes mature, vous pouvez l'amener tout doucement par votre comportement à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un problème d'ego. C'est pas de l'adversité, c'est pas le conflit, mais il faut l'amour. Et quand les deux conjoints s'aiment, il n'y aura jamais ce problème de l'émancipation de la femme qui va rendre l'autre rebelle, non. Je pense que c'est un problème. Maintenant, pour revenir à votre question sur sur mon rôle en tant que promotrice d'une association. Je suis promotrice de l'association les Powerful Ladies of Cameroon. Nous militons pour l'autonomisation, justement, l'autonomisation de la femme et son épanouissement. Parce que nous avons constaté que les femmes trouvent toujours ces barrières-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, face à d'autres femmes. Nous avons ces barrières-là. Face encore aux hommes, nous trouvons
Il faut pas venir déranger les hommes quand ils sont dans le... Oui, la femme ne doit pas venir déranger parce que la femme, c'est la cuisine. Donc nous, on se dit, pourquoi nous faisons des choses que les hommes font. Donc, mettons-nous ensemble, pas pour combattre les hommes, mais pour former celles des femmes qui n'ont pas encore compris qu'il faut être autonome. Il faut faire quelque chose. Donc, notre association nous permet de regrouper les femmes actives ou pas. Parce que nous avons des femmes qui viennent de toutes les couches sociales et qui se retrouvent ensemble pour former. Parce que nous formons les femmes dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui peut permettre à la femme d'éclore, de se sentir autonome. Une femme doit savoir beaucoup, savoir faire tout. Ça fait que nous mettons en exergue la formation, la promotion. Parce que pour venir ici à Cam10 TV, pour promouvoir mon activité, il faut que je paye, non? Voilà. Nous apprenons aux femmes qui n'ont pas encore la possibilité de venir payer ici, parce qu'elles n'ont pas les gros moyens. Celle qui fait le petit call box au bord de la route. Il faut qu'elle promeuve son call box, mais elle ne peut pas venir le faire ici. On lui montre comment elle peut faire pour promouvoir son call box. Nous avons le volet épanouissement, parce que la femme travaille beaucoup. Éduquer les enfants, s'occuper de la famille, s'occuper de son activité génératrice de revenus. Il faut de temps en temps qu'elle... Voilà. D'accord, Madame Bissot, vous avez pris le train en marche. Je vais aussi essayer de vous donner la parole par rapport à la question qui a été évoquée tout à l'heure et qui donne un droit de réponse de Madame Véronique. Que pensez-vous du leadership féminin au Cameroun? Comment faire pour impulser le leadership féminin au Cameroun? Beaucoup de choses ont déjà été faites, vu que nous avons déjà des femmes qui sont sous-préfets, mais comme au Cameroun, nous n'avons pas encore des femmes préfets, nous n'avons pas de femmes premiers ministres, mais nous avons déjà des femmes ministres, bien que ce soit à un pourcentage très minime, parce que sur 66 ministres, nous n'avons que, je pense, 3 ministres, secrétaires d'État, nous avons à peine 2 secrétaires d'État féminins, mais le leadership féminin au Cameroun est en train de prendre son envol. Parce que même dans le monde, parce que étant femme politique, même dans le monde de la politique, on traite juste les femmes de moutons qui va agrandir le quota des voix dans les urnes. Mais pourtant, les femmes ont leur apport, les femmes ont leur pierre à porter. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui une femme qui est candidate à la présidentielle. On va prendre ça, nous les femmes d'abord, nous-mêmes nous allons d'abord la combattre parce que on va toujours dire qu'elle veut montrer, machin, mais non, il faut que nous soyons épanouis. Nous avons vu au Libéria, il y a eu une femme qui a été présidente au Libéria. Nous voyons aux États-Unis, on prend toujours l'exemple aux États-Unis parce que la vice-présidente c'est une femme. Bon, le leadership camerounais, que la femme ne se cantonne pas juste au fait d'être mère, d'être épouse, d'être cuisinière, comme la dame le disait tout à l'heure, mais que la femme se mette aussi dans la tête. On a tellement combattu le fait que la femme doit aller à l'école. Nous sommes allés à l'école. La femme doit avoir des diplômes. Nous avons eu des diplômes. Nous avons des femmes docteurs. Nous avons des femmes avocates, juristes. Nous avons des femmes sociales. Nous avons le même quotient intellectuel que les hommes. Pourquoi ne pas pousser notre leadership camerounais d'abord nous-mêmes? Parce que c'est nous-mêmes d'abord notre premier problème, parce que nous nous combattons d'abord nous-mêmes entre les femmes. Si les femmes de toutes les couches sociales, les femmes de la classe politique, de la classe administrative et tout, nous nous mettons, et c'est ce que les hommes craignent aujourd'hui, que nous nous mettions ensemble, journalistes et tout, mais
le monde va se renverser parce que même en matière quantitative, les femmes en démographie sont plus nombreuses dans le monde que les hommes. Bien, puisqu'il était question aussi dans le thème de la journée internationale de la femme, parlant de la 65e session de la commission de la condition de la femme, il a été évoqué la prise de décision des femmes sur la sphère politique. Vous, en tant que femme politique, quel est votre regard par rapport à cette situation? Les femmes ont-elles peur de prendre les devants en ce qui concerne la politique? Non, vu que nous combattons pour ça, nous nous battons même pour ça. Qu'est-ce qui sous-entend donc que les femmes soient de moins en moins représentées en ce qui concerne la politique au Cameroun? Bon, moi, je ne sais pas dans les autres partis. Moi, dans mon parti, nous promouvons l'épanouissement de la femme et de la jeunesse dans la classe politique, vu que sur le nombre de maires ou d'adjoints au maire que mon parti a, nous avons au moins 33% de femmes. Parmi les 7 députés que mon parti possède à l'Assemblée nationale, je pense que nous avons 2 femmes députées, c'est aussi un 33%. Vous voyez que chez nous, par exemple, nous nous battons à ce que la femme ne soit pas juste le mouton qui va ajouter juste les voix dans les urnes. La femme se fait entendre, la femme se bat pour se faire entendre parce que derrière chaque grand homme, il y a eu des grandes femmes. Pourquoi pas derrière des grandes femmes aussi que les hommes nous suivent? C'est ce que nous essayons de lutter dans notre parti en fait. D'accord. Nous allons donc débattre maintenant en second plan du deuxième thème qui nous est choisi aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans ce sujet, nous allons prendre une toute petite transition. Madame, Messieurs, vous êtes sur Cam10 Télévision, la plus républicaine des chaînes pour le grand débat, édition spéciale de ce 7 mars. Entrons maintenant dans le deuxième sujet qui nous concerne aujourd'hui. Parlons de la délinquance juvénile qui prend des propensions inquiétantes dans notre société. Des enfants et les jeunes se livrent à des pratiques pas très commodes. Madame Bissot, je vais me retourner vers vous pour une seconde fois. Qu'est-ce qui, au Cameroun aujourd'hui, met en avant la déviance en ce qui concerne les jeunes dans notre société? Je ne sais pas si mes consoeurs vont digérer ce que je vais dire, mais le problème c'est nos parents qui avons apparu. Ça veut dire je suis femme politique, je sors le matin de chez moi à 7h, je rentre à 23h. Qu'est-ce que mes enfants ont passé la journée à faire? À la maison, ils vont me montrer le visage du bébé que j'ai accouché, que j'ai engendré, le bébé que je souhaite qu'il soit, mais dehors c'est un lion. Dehors c'est un lion. Et puis il fait son éducation dans la rue, il fait son éducation autour de ses camarades de classe. Et puis nous voyons ce qui arrive aujourd'hui. Et puis aussi la société. La société, les réseaux sociaux, les télévisions. Je me rappelle, nous, à notre époque, quand on dit 20h, c'est 20h au lit. On dit, vous avez juste des programmes de télévision et c'est ça que vous respectez. Mais aujourd'hui, nous voyons des mamans qui s'asseyent pour voir les feuilletons novellas. Les enfants sont là. Nous voyons tout ce genre de déviance qui se passe dans nos télévisions. Les parents sont là, ils suivent ça avec les enfants. Et moi, personnellement, je suis en train de promouvoir le fait
d'empêcher même déjà les enfants de suivre la télévision. Parce que nous voyons tout genre de déviance dans la télévision, même les dessins animés. Ça vient de l'Occident et ça nous étouffe. Ça nous étouffe aujourd'hui. Nous voyons l'homosexualité, on fait la publicité de l'homosexualité dans les feuilletons que nous voyons, dans les dessins animés. Nous voyons tout ce qui se passe de mal aujourd'hui. Et l'enfant, c'est une éponge. L'enfant, c'est une éponge. Tout ce qu'il voit, il capte et il est en état de développement et puis ça reste. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui insultent. Nous voyons aujourd'hui des filles qui disent elles vont faire comme les autres. Elles font vous appelez ça quoi, des vidéos et tout ça. Imaginez-vous que vous êtes là, vous êtes dans votre téléphone et puis on balance une vidéo, c'est votre fille qui est actrice principale de ce film, mais vous mourrez. Vous mourrez. Donc je vais vous dire, c'est nous parents aujourd'hui qui avons abandonné. Nous ne surveillons plus nos enfants, nous ne suivons plus leur lecture, leurs émissions télé, leur téléphone même. D'abord, il est bien vrai que l'éducation demande la mondialisation demande d'être à l'outil informatique. Vous donnez à un enfant, peut-être vous avez un téléphone, un SPAC, quelque chose, excusez pour la publicité, mais vous voyez que le téléphone de l'enfant qu'il a, c'est peut-être 10 fois plus évolutif que le vôtre, mais vous ne maîtrisez plus rien. Vous ne maîtrisez plus rien. Hein? Nous, avant de dormir, nos parents nous mettaient au pas. À 4 heures, vous êtes debout, études bibliques, ils vous mettent au pas. Ils essayaient de nous suivre à la loupe. Mais aujourd'hui, nous, quand je dis nous, parce que j'en fais partie, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on attend juste les résultats à la fin d'année. L'enfant va à l'école, on voit le répétiteur, c'est lui qui devient le parent de nos enfants, ou bien la nounou qui devient la mère de nos enfants, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Vous voyez que nous-mêmes d'abord, femmes d'abord, nous avons abandonné notre rôle de mère, d'éducatrice. Hein? Avant maintenant d'accuser la société qui est bien dépravée aujourd'hui, parce que de partout, ça nous vient de partout. Et nous voyons ce qui arrive, c'est la déviance juvénile, comme vous dites. Madame Otungeni, partagez-vous cet avis de Madame Bissot Biela? Oui, elle a dit de très bonnes choses. C'est vrai que pas tous les parents, il ne faut pas non plus généraliser, parce que je connais des parents qui suivent très bien leurs enfants, mais beaucoup de parents, beaucoup de mères ont démissionné ou n'ont pas compris le rôle fondamental de la mère dans l'éducation des parents. Pourquoi le père, lui, reste là à lire les journaux? C'est moi qui dois toujours faire ça. Moi aussi, je sors, il n'a qu'à s'occuper. Là, c'est la porte ouverte aux dépravations dont vous parlez. Je voudrais dire, avec la permission de madame, faire un petit rectificatif, parce que je crois que c'est un lapsus. Il y a plus de 3 ministres, il y a 11 ministres, 8 femmes, et les femmes sont déjà préfets. Je suis de la Méfoua-Kono et mon préfet est une femme, madame Zongo, très brillante d'ailleurs, qui n'a aucun complexe vis-à-vis d'un homme et qui est en train de nous conduire vers des sommets. Donc, mais autre chose, par rapport aux très bonnes choses que vous avez dites, il n'y a pas que les parents qui sont des éducateurs qui doivent s'occuper de l'éducation de nos enfants. Nous sommes les premiers éducateurs comme parents, mais il y a tout le reste. Le système comprend aussi, par exemple, les chefs d'établissement. Celui qui a tué un enseignant en Colbison, bon, il n'était pas à la maison. Il était à l'école et dans cette école, il y avait un proviseur. Qu'est-ce que les proviseurs font pour veiller à ce qu'il y ait de la discipline dans leurs établissements? Les vidéos pornographiques que nous avons vues, ça se passait dans les lycées. Où sont les proviseurs, les censeurs, les enseignants de ces lycées? Pendant que ça se passe, ils sont où? Donc, je crois que c'est des responsabilités partagées. Et il faudrait arriver à déterminer qui, à tel niveau, il faut revoir les programmes, il faut revoir les politiques et d'urgence.
Sinon, ce que nous avions de plus cher, notre système éducatif, nous risquons d'en perdre la crédibilité dans les tout prochains jours. Nos enfants ne seront plus admis au Canada, en France ou aux États-Unis parce qu'on va dire, oh, ceux-là qui tuent les enseignants dans les écoles, qui font la pornographie dans les écoles, qui n'ont plus de niveau. Jusque-là, nos enfants étaient parmi les meilleurs à l'extérieur. Et même au point de vue conduite, ils se tenaient très bien. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ou plutôt je sais ce qui s'est passé. Il s'est introduit beaucoup de choses, dont la drogue, sous toutes ses formes, qui fait qu'aujourd'hui, les pauvres parents ne contrôlent plus rien. Et pour peu qu'ils soient laxifs et se disent, ah, nous, on a confié à l'école nos enfants, nous n'avons plus rien à faire, c'est de votre faute, c'est fichu. Ça doit se passer d'abord, ça doit commencer par nous, les parents. C'est pour ça qu'il est indispensable qu'il y ait également des écoles pour les parents. Et il en existe déjà. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre débat, mais il existe des écoles parents où on forme des enfants à partir de 3 ans et où les parents sont tenus de venir suivre des formations. Et ça donne un ensemble merveilleux. D'accord. Madame Véronique quoi, votre point de vue par rapport à la question évoquée? En ce qui concerne la recrudescence de la délinquance juvénile, je crois que tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Pourquoi? Parce que les 2 dames, elles ont tout dit. Hein. Maman démissionne parce qu'elle transmet je peux même pas dire, elle confie l'éducation de ses enfants à la ménagère dont elle ne connaît même pas les origines, parce que parfois on va les chercher, je ne sais pas où, je vais dire, bon Linda, tu peux me trouver une fille là et tout. Toi aussi tu dis à l'autre, l'autre dit à l'autre, et puis on te ramène une personne, tu ne connais même pas son éducation, tu ne sais même pas qui elle est, elle atterrit chez toi, parfois elle parle une autre langue que tes enfants ne comprennent pas, et puis c'est le désordre. Le parent a démissionné, le papa est... Le papa, hein, non, madame s'en occupe vraiment, c'est pas mon truc. Moi, je sais que je donne l'argent, on achète tout à l'enfant, donc parfois même, le parent, le père a abandonné la femme avec la grossesse, ou il a abandonné les enfants, ou ils ont divorcé, ou je sais pas moi quoi. La femme se retrouve en train d'élever les enfants seule. Elle doit leur trouver de quoi manger. Elle doit automatiquement, les enfants vont se retrouver abandonnés à eux-mêmes, pardon. Les enfants seront abandonnés à eux-mêmes et ils vont aller chercher l'éducation à la télé, dans les réseaux sociaux, chez des voisins, chez des amis, et puis voilà le résultat. Il faut tout de même souligner que cette délinquance juvénile n'a pas commencé aujourd'hui, elle a toujours existé, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on soit plus focalisé sur qu'est-ce qui fait la recrudescence de cette délinquance-là? Avant aussi, dans les établissements scolaires, on avait à l'époque les bandes dessinées, les bandes excusez-moi du terme pornographique que les élèves trimbalaient dans leur sac avant que les téléphones portables n'existent. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette délinquance et cette déviance-là prennent des proportions? C'est des outils de communication qui sont à la portée de tout le monde, à la portée des tout petits. Moi, mon enfant ne pouvait pas avoir le téléphone avant son bac. C'était comme ça ou rien. Si tu veux avoir le téléphone, il faut réussir au bac. Mais maintenant, on donne les téléphones Android aux enfants de 7 ans, 8 ans. On donne des tablettes aux enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils savent manipuler ça. Il y a ça. Il y a les drogues. Oui, avant il y avait la délinquance, mais c'était pas ça comparé à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la catastrophe. Avant, c'était rien. C'était, comme on dit chez nous, l'enfant est têtu.
Parce qu'aujourd'hui, ces enfants font des choses que nous ne pouvons pas faire. Moi, à mon âge, il y a des choses qu'ils font que moi, je ne peux pas faire. Il y a des choses, ils ont un langage que vous et moi, on ne peut pas avoir. Il y a des choses que ces enfants sortent de leur bouche, que je ne peux jamais sortir de ma bouche. Je suis sûre que jusqu'à ce que je quitte cette terre, il y a ça. Il y a que les gens ont abandonné, comme Madame Otou disait, on a abandonné Dieu. Oui. Oui, on n'est pas là pour faire l'apologie des religions, mais on a démissionné. La société même fait tout pour qu'on ne parle pas des histoires de Dieu. L'histoire de la religion, vraiment, ne dérangeait pas les gens. Voilà. Quand tu veux en parler, on dit, oh, vous êtes dans les églises réveillées, vous êtes ci, vous êtes ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il était question, parce qu'on nous formait quand on faisait la doctrine. On nous formait, c'était la vie sociale, c'était la vie religieuse, on nous apprenait à vivre. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Quand on veut faire les cours de religion en classe, l'autre est catholique, l'autre est protestant, l'autre est musulman. Automatiquement, chaque parent dit non, moi je ne veux pas entendre qu'on a donné les cours de doctrine à mon enfant. Or, tout ça, il y a les programmes qui ont changé, comme elle disait, à l'école. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on prend des programmes, on apprend aux enfants des choses qui n'ont rien à voir avec leur âge. Ça fait combien d'années qu'on a eu le livre où on retrouvait, mais c'était terrible. Ça faisait froid au dos. Donc, c'est tout ça qui fait que ça soit aussi... c'est devenu tellement vulgaire, le sexe et tout ce qu'on appelle dépravation de mœurs là. C'est devenu, on a l'impression que les enfants qui ne font pas ça sont plutôt, c'est eux qui sont hors normes. C'est ceux qui font ça qui sont, donc vraiment c'est compliqué et c'est une situation qui nous fait mal. Nous autres qui sommes pudiques, qui avons une éducation un peu, ça fait mal. D'accord, Madame Bissot. À l'époque, il y avait des cours sur la morale, comme nous étions dans certaines classes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la tripartite gouvernement, parents et enseignants a échoué dans son rôle, celui d'enseigner? Celui d'éducateur. Oui, celui d'éducateur. Tout à fait. Parce que aujourd'hui, l'appât du gain est mis à l'avant. Madame Otou disait tout à l'heure que nous sommes concernés tous. Certes, un dirigeant d'établissement, lui, voit plutôt son compte en banque. Un enseignant, lui, il voit plutôt qu'à la fin du mois, il aura son salaire qui va tomber, qu'il soit en classe ou pas. D'abord, vos enfants mal élevés là, parce que c'est un enseignant. Quand le parent s'en va se plaindre chez peut-être l'enseignant, il dit d'ailleurs vos parents mal élevés. Le système qu'ils nous ont vendu, excusez-moi, qui nous ont vendu, le système éducatif qu'ils nous ont vendu, nous avons certes adhéré et nous avons fait confiance à ce système pensant que avec la mondialisation qui est en train d'aller un peu vite, les enfants vont adhérer. Mais nous rendons compte que ça devient un échec parce que, comme madame nous disait, nous ne maîtrisons plus complètement nos enfants. Et je voulais aussi dire à madame que les enfants que nous voyons là, vraiment, ce sont des petits diablotins, excusez-moi. Vous avez votre enfant à la maison. Je vais vous dire, moi je suis d'obédience musulmane. Mes enfants sont nés musulmans. Vous allez voir les enfants à la maison, ils ont des voiles bien là, mais quand vous entrez dans les réseaux sociaux, vous voyez vos enfants qui dansent sur des tables, en plein boîte de nuit. Des enfants qui se disent musulmanes. La fille musulmane, on la connaissait soumise, restreinte et tout, mais c'est elles qui deviennent
des folles au milieu des autres. C'est elles qui guident même, qui sont, on les appelle les têtes de convoi, qui sont aujourd'hui les têtes de convoi aujourd'hui, qui entraînent des convois des filles et tout. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans ce monde, comme la dame nous disait que... Et vous voyez un enfant qui a le cœur de poignarder son camarade, sachant que son camarade ne vivra pas. Mais il est dans un état second. Ça, c'est sous la consommation de cette drogue dure aujourd'hui. Qu'est-ce que les forces de sécurité font? Vous voyez aujourd'hui que quand ils arrivent peut-être dans un quartier, nous sommes dans des quartiers difficiles. Hein? Ils entrent peut-être dans un quartier très profondément là-bas. Vous voyez des enfants dans des lycées, les enfants dans leur sac qu'ils ont. Nous avons vu ce qui s'est passé au lycée de Saint-Mélima aujourd'hui. L'enfant faisait son trafic de drogue. Quand on l'a arrêté, il a décidé de passer à la vitesse supérieure, de devenir un gros agresseur. C'est comme ça que ça commence aujourd'hui. Madame Bissot, je reviens à vous tout à l'heure. Temps pour moi de me tourner aussi vers Madame Otou pour lui poser la question. Avant de parler justement des enseignants, du rôle que devraient jouer les enseignants sur le comportement de nos enfants en ce qui concerne l'éducation. Est-ce que nos parents déjà, à partir de la base à la maison, n'avons pas failli quelque part lorsque nous savons qu'il y a des familles dans lesquelles les couples bagarrent devant les enfants et cette violence-là peut impacter sur le comportement des enfants? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Absolument. Je pense qu'en plus des raisons qu'elles ont déjà évoquées toutes les deux, il y a une perte de valeurs. Partout là, nos valeurs, personne n'en parle plus. Il y a des slogans qui sont vides. C'est bien beau qu'on parle beaucoup de vivre ensemble, de réarmement moral, mais en réalité, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ressaisissons ces concepts-là, intégrons-les, expliquons-les, et donnons-leur leur vrai sens en commençant par reformuler nos valeurs. Nous avions de très belles valeurs traditionnellement. Pourquoi est-ce qu'on les a mis sous le boisseau? On n'en parle plus du tout. Alors, si on ne leur parle pas à nos enfants de nos valeurs, en commençant par moi, ce n'est que maintenant que j'essaye de me rattraper. Mais si on ne parle pas à nos enfants de nos valeurs, les réseaux sociaux, les télévisions, les Google et tout ce qui est en train, et ce n'est que le début. Il y a des choses qui s'en viennent là. On nous braque un nouvel ordre mondial. Si c'était le cas, si ça arrivait, on serait tous fichus. Excusez-moi le terme. Parce que les repères, nous ne les avons pas donnés à nos enfants. Les vraies valeurs, on ne les a pas redéfinies. Ça, c'est une raison. L'autre raison, nous disons à nos enfants de faire, mais nous ne faisons pas nous-mêmes. Faites ceci, ne faites pas cela, mais nous, est-ce que nous sommes des modèles pour nos enfants? Je pense que non. Nous devrons l'être. Nous devrons prêcher par l'exemple. Et c'est comme ça que les enfants apprendront à être intègres, à être honnêtes, à être justes vis-à-vis des autres, parce que les enfants voient leurs parents agir. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Les programmes gouvernementaux aussi devraient mettre l'accent sur une redéfinition, sur le fait de mettre un contenu pertinent, un contenu sûr, un contenu profond dans les concepts qu'on nous vend. Vivre ensemble, mais comment organiser ce vivre ensemble? Le réarmement moral, ce n'est pas seulement l'aspect physique, c'est des valeurs. C'est l'intégrité, c'est l'amour, le respect. Si nous n'apprenons pas à nos enfants, si nous ne prenons pas le temps de nous asseoir pour parler véritablement de certaines choses, d'abord entre nous et à nos enfants,
nos sociétés courent à leur perte. D'accord. Et c'est urgent. D'accord. Puisque nous sommes aujourd'hui confrontés, puisque aujourd'hui et demain nous allons célébrer la Journée internationale de la femme, le rôle de mère dans cette éducation des jeunes, dans cette éducation des enfants. Lorsque aujourd'hui nous sommes confrontés au fait que les femmes, beaucoup de femmes s'exhibent, par exemple sur les réseaux sociaux. Cette mère-là qui est censée recadrer les enfants, cette mère qui est censée éduquer les enfants aujourd'hui, est celle-là qui s'exhibe en premier devant les enfants qui aussi sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelque part aussi, nous en tant que femmes, nous n'avons pas doublement échoué, je vais le dire ainsi? Oui, nous avons lamentablement échoué. Nous avons échoué. Et ça, c'est déplorable. Parce que c'est la femme qui est la mère. Quand on dit la mère, je ne sais pas. La femme, c'est la mère de la vie. Dieu est Dieu, mais la vie là, c'est-à-dire l'homme, la femme, c'est elle qui donne la vie. Elle devrait tellement la sauvegarder, la protéger. Et la vie, c'est qui? Ce sont nos enfants. Nos maris sont nos enfants. Nos époux, nos pères, tout le monde est l'enfant de la femme. Et la femme, moi, je pense que même mon frère, qui n'est pas mon fils, je dois le prendre comme mon enfant. Je dois pouvoir lui dire que là, tu fais mal. Et je ne peux le dire qu'en prêchant par le bon exemple. Aujourd'hui, il y a une minorité de femmes qui, malheureusement, fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça se partage partout dans le monde entier. Mais on ne doit pas se focaliser sur ces personnes parce que quand on regarde profondément, moi je pense que ces femmes sont un peu malades. Oui, elles ne sont pas tout à fait normales parce qu'une femme qui est normalement constituée, qui a un minimum, d'abord chez nous, on dit mingable na uruswan. Une femme qui n'a pas honte n'est plus appelée femme. Alors quand tu vois ce qu'elles font sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que ces personnes-là sont un peu dérangées et elles ont besoin d'assistance. Mais la femme normale doit être un exemple. Si tu vas avoir une fille qui est bien élevée, une fille qui ne fait pas n'importe quoi, madame à la maison, tu dois t'y mettre. Tu dois faire des sacrifices. Il y a des choses que la femme ne doit pas faire juste parce qu'elle doit servir d'exemple à la société, à l'enfant. Parce que tu vas dire à l'enfant, non, ne t'habille pas comme ça. Et va, maman, toi, quand tu sors ici, là, je te vois soit les culottes percées. Tu vas lui dire quoi? Oui. Donc tu dois servir d'exemple. Nous devons servir d'exemple à la société pour que demain, qu'on n'ait pas à regretter. Oui, les réseaux sociaux, bon. Moi, je pense que là, c'est un cas isolé. Madame Bissot, quelque chose à dire par rapport à cette intervention de Madame Véronique Nkwa? Oui, Madame Nkwa, elle a touché un point vraiment qui est très très pertinent. La honte de la femme, c'est-à-dire la pudeur de la femme, surtout en Afrique. En Afrique, la femme, on sait que c'est la mère. Parce que même si un homme est président aujourd'hui, quand il veut être bien, il va près de maman ou bien il va près de son épouse qui va jouer ce rôle-là pour trouver un petit havre de paix. Nous savons que les parents, vous avez dit aujourd'hui que les enfants se dépravent peut-être parce qu'ils vivent déjà les violences à la maison. La précarité fait en sorte que nous voyons des couples, peut-être des foyers de 10 qui sont ils vivent peut-être dans des 2 pièces et puis tout se passe là. Mais auparavant, ça existait.
Vous n'allez pas nous dire que nos papas ne tapaient pas sur nos mamans. Ça se passait. Mais ça ne se passait pas de manière que nous voyons aujourd'hui un homme qui tape sur sa femme au point de la mettre nue dans la cour avec devant ses enfants, devant les amis de ses enfants. Moi, je me rappelle mon oncle, j'ai grandi chez mon oncle, quand il tapait sur sa femme, c'était dans la chambre et elle ne criait pas. Et elle sortait comme si de rien n'était et elle était là. Mais elle a encaissé et elle sait pourquoi elle a encaissé et échange. Et vous voyez que la femme doit avoir vraiment honte. Ça veut dire que la femme devrait éduquer sa fille à être une femme avant d'éduquer son fils. Elle devrait d'abord éduquer sa fille à être une femme, une épouse, une femme soumise et tout. Quand déjà une femme, le mari a dit A, elle a déjà dit 22. Vous allez voir que la fille, elle va dire que même maman, elle commande papa. Et puis ça va. Donc on devrait vraiment, la femme devrait avoir honte. Honte d'abord, être pudique, éduquer ses enfants, essayer de canaliser d'abord elle-même son comportement. Et ce problème de réseaux sociaux que Madame Kwa a dit, c'est vraiment, des femmes sont vraiment dérangées. Et puis parfois se retrouvent piégées. Parfois, beaucoup de femmes se retrouvent piégées par leur naïveté, par leur confiance qu'elles font. Et puis, on va lui prendre un petit film et ça se retrouve dans des réseaux sociaux. Mais je vais vous dire, moi, depuis que mes enfants ont commencé à publier dans des réseaux sociaux, j'ai décidé de ne plus publier parce que ce n'est pas une concurrence. Vous allez voir, la fille a publié, elle a eu 201 j'aime. La mère va aussi dire que moi-même, je vais atteindre ces 200 j'aime. Et puis, elle va faire pire que sa fille. Et c'est ce que Madame Kwa disait tout à l'heure. Nous, les femmes, il faut que nous essayions de nous maîtriser. Nous essayons de revenir à nos anciennes valeurs de femmes africaines. Parce que vous allez voir aujourd'hui, même les plus grands guerriers africains, nous avons vu Tchaka Zulu, il avait peur d'une seule personne, c'était de sa mère. Donc, il faut que nous, les femmes, dans nos gants de velours, que nous essayons de réavoir la pointe de fer que nous avons toujours eu sur nos enfants, sur nos époux, sur nos frères, et rester et demeurer cette mère de la société. C'est pour cela que les hommes ne nous respectent pas parce que nous-mêmes déjà, nous ne nous respectons pas. Quand une mère vient peut-être avoir une idylle amoureuse avec un enfant qui a l'âge peut-être de son fils, mais c'est la honte. C'est la honte. En Afrique, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et n'essayons pas d'imiter l'Occident. Et parce que nous imitons très mal l'Occident. Parce que eux, ce qu'ils nous vantent, ce que nous faisons toujours avec nos idées un peu tordues là. Et c'est pas vraiment très bon. Madame Otungini, je vous vois sourire un peu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Madame Bissot à ce sujet. Je voudrais dire que ce qui s'est passé à Kribi, à Kumba, dernièrement, prouve que notre société est en crise. Et une crise sérieuse, profonde. Et nous devrons prendre le plus rapidement possible des mesures pour sortir de cette crise. Cette crise met en évidence le rôle des parents, le rôle des enseignants, le rôle des décideurs, mais je pense que plus que tout, le rôle de la femme, de la mère. C'est nous qui sortons très honteuses de cette histoire-là. Et on a déjà développé, on l'a dit, nous avons démissionné. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que tout n'est pas perdu. Et ce 8 mars, qui intervient dans un contexte spécial, du fait du Covid, du fait qu'il n'y a pas de défilé, du fait que pour les catholiques c'est le carême, donc vraiment devrait nous amener à réfléchir davantage et à prendre des résolutions. Nous avons pris des résolutions au niveau du carême
pour être de meilleures personnes, mais prenons des résolutions pour que le Seigneur nous aide à être des meilleurs parents. Et qu'on ne voit plus jamais, qu'on se dise que ces mères et ces pères qui ont vu leurs enfants faire ce qu'ils faisaient en classe devant leurs camarades se disent plus jamais ça. Et que nous qui n'avons pas vécu ça ou qui n'avons pas encore vécu ça, ce sera peut-être plus pour moi par mes enfants, ce sera par mes petits-enfants, qu'on se dise non, plus jamais ça. Et que toutes les mères camerounaises, qu'elles soient mariées, divorcées, veuves, monoparentales, se disent nous avons quelque chose à changer d'urgence dans notre société et la société et ce changement doit commencer par nous, que chacune se dise ce changement va commencer par moi et aujourd'hui. C'est comme ça que ça va marcher. D'accord. Vous êtes juriste et je vais donc appeler votre casquette juridique pour essayer un peu de nous donner des réponses par rapport à ce que fait le gouvernement pour réprimer ces actes de déviance-là dans nos établissements scolaires venant des jeunes aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, le côté répression sur la jeunesse est un peu négligé ou alors n'est pas assez efficace. Bon, je parlais tout à l'heure de vide juridique. Y a-t-il des lois qui encadrent cette... Bon, il n'y a pas directement de loi qui prévoit, par exemple, qu'on sanctionne des élèves qui font la pornographie dans une école. Mais on peut aller chercher dans le code pénal, dans le code civil, du moins celui de la France que nous utilisons encore, quelques, comment dire ça, quelques éléments qui peuvent permettre de sanctionner ces enfants. Bon, il faut aller, je suis en train de mener une réflexion et de chercher. Je vais aller fouiller qu'est-ce qu'on peut trouver dans le code pénal camerounais qui peut sanctionner. Mais j'ai aimé le censeur qui a décidé de mettre à la porte immédiatement tous ces enfants. C'est la première sanction. Les mettre à la porte immédiatement, remettre aux parents et même interdire qu'on les inscrive à nouveau dans des lycées, dans les mêmes villes. Bon, maintenant, c'est nos enfants, c'est des jeunes. Ils sont perfectibles. On ne va pas, pour une seule faute, sanctionner, pénaliser tout le reste de leur vie. Il faut donc essayer de récupérer ces enfants. Hein, je ne sais pas à quel niveau, au niveau du ministère des Affaires sociales, au ministère de l'Éducation de base, de l'enseignement supérieur, de la femme et de la famille, pour voir ce qu'on peut en faire, comment les rééduquer. Que dans 5 ans, ben, elles aient pu être rachetées et que ça ne laisse pas une tache dans leur vie. Maintenant, quand nous nous retrouverons, ben, je pourrais parler d'autres aspects, je pourrais faire d'autres suggestions, mais on a honte. On a honte. Vraiment, les femmes, elles disaient que nous n'avons plus honte, nous avons honte. Moi, j'ai baissé les yeux quand j'ai vu ces vidéos et je me suis dit, ah mon Dieu, pourvu que les miennes, mes enfants, ne regardent pas ça. Parce que s'ils regardent ça, il pourrait peut-être leur venir en tête quelques idées. Hein? Mais plus que les sanctions, plus que les punitions, le tout se résume à l'éducation qui est donnée à nos enfants. Et dès l'âge de 2 ans, et l'éducation n'est pas seulement donnée à la petite fille. L'éducation, on parle maintenant de l'approche genre. C'est aux deux qu'il faut donner l'éducation. Au petit garçon, hein, lui apprendre. Et ça a commencé à se faire. On parle de ça au niveau du ministère de la femme et de la famille. On parle de ça, elle parle de ça.
Il faut éduquer le petit garçon. Il faut apprendre au petit garçon que la petite fille n'est pas son esclave, que ce n'est pas un objet sexuel, que les tâches de la maison ne sont pas réservées uniquement aux femmes. Et apprendre à la femme à respecter, à la petite fille, à respecter son frère, à ne pas lui crier dessus, à ne pas commencer à regarder, je ne sais pas quoi, aux parents, ne pas les laver ensemble, aux parents à expliquer certaines choses très tôt. À partir de 9 ans, là, éduquer sexuellement la petite fille. Et si le parent ne le fait pas, ben, d'autres vont se charger de le faire et ce sera très mal fait. Il faut donc que ce soit nous à la maison qui disons à la petite fille, tu vas avoir bientôt tes règles. Et à partir du moment où tu as tes règles, tu peux faire un enfant. Et que voilà de quoi est composé ton corps, voilà ton appareil. Et il y a des choses que tu ne dois pas faire. Est-ce que ce volet-là ne peut pas susciter en la petite fille une certaine curiosité lorsqu'on parle, par exemple, de la sexualité de manière ouverte pour éduquer nos petits-enfants? Est-ce que quelque part cela n'éveille pas une certaine curiosité chez nos enfants? Et ce volet de l'éducation sexuelle peut effectivement créer une envie d'en savoir un peu plus à l'enfant, mais il faut avoir les mots qu'il faut. Il faut utiliser leur langage, c'est-à-dire le langage des enfants. Parce que vous n'allez pas commencer à dire des choses. C'est ça que nous avons déploré dans le livre qui a apparu il y a 2 ans. Ils ont utilisé les mots qu'il ne fallait pas. Moi, en tout cas, c'est ce que moi j'ai déploré. Ils ont utilisé des mots vraiment qui prêtaient à confusion. Par contre, quand vous utilisez le langage de l'enfant, selon son âge, parce que quand vous allez faire l'éducation sexuelle à un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ce ne sera pas la même approche que vous aurez quand vous allez parler à un enfant de 11 ans ou 12 ans. Il faut savoir comment leur parler. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y ait pas d'amalgame. Madame Bissot, je me retourne vers vous. Quelques propositions concernant la prise en charge de ces enfants et du gouvernement par rapport à cette déviance. En ce qui vous concerne en tant que femme politique, que proposez-vous pour ces enfants-là? On est en train de vouloir conclure. Hein. Oui, je vais prendre un peu une partie du volet de Madame Guini qui disait que la première sanction qu'on a donnée aux enfants, c'était de les exclure et de ne plus permettre qu'ils soient inscrits dans un autre établissement. Je pense qu'il y a un proverbe africain qui dit « Quand on tape l'enfant, c'est pas pour le chasser, c'est plutôt pour le ramener à la maison ». Beaucoup de centres de réinsertion sociale que nous avions ici au Cameroun, nous avions le centre de Betamba Ekou où les enfants délinquants, après être sortis de prison, on les réinsérait. Ça n'existe plus. Quand on exclut ces enfants, c'est pour les chasser à la maison. Et à la maison, le parent va verser toute sa frustration sur cet enfant-là. Et à la fin, on va retrouver des enfants qui sont déjà délinquants, récalcitrants, qui vont se révolter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sera la fuite. Et quand ils fuient, nous perdons complètement notre société. Anna Guini l'a aussi dit, plus jamais ça. C'est arrivé à l'autre. Ça pouvait être aussi chez moi. Donc, j'ai dit tout à l'heure, soyons solidaires, nous les femmes, des femmes leaders, après cette journée, cette 37e journée ou 36e journée, je pense, de la femme. Après cette journée, après cette semaine de réflexion et tout, essayons de nous remettre ensemble, nous femmes leaders,
d'essayer de créer peut-être un réseau, de permettre que la femme puisse être canalisée dans l'éducation de ses enfants. En tant que femme politique, faire des propositions de loi où ces enfants ne seront plus... Quand je dis ces enfants, c'est comme si j'exclus les miens, ou nos enfants ne seront plus marginalisés dès le bas âge. Utiliser les thèmes qu'il faut, là où il faut et quand il faut, et essayer de corriger ou d'amener peut-être des sanctions au moment qu'il faut, quand il faut, et essayer de développer, avoir des centres de réinsertion. Avoir ces centres de réinsertion. Vous voyez que nous avons des prisons qui sont pleines aujourd'hui. Ce sont la majorité, ce sont des mineurs. Allez faire un toit à Kondengui. L'aile des mineurs est surpeuplée, ce qui fait que ces enfants, quand il a juste un physique un peu mature, on l'envoie chez les grands. Et là-bas, il va encore apprendre des méchancetés un peu plus. Et vous voyez que nous, les femmes aujourd'hui, comme nous disons, plus jamais ça, essayons de prendre nos responsabilités en tant que femmes politiques, femmes juristes, femmes de l'éducation, femmes journalistes même. Essayons de prendre nos responsabilités et mettons-nous ensemble pour que, enfin, nos progénitures puissent avoir l'éducation que nous avons eue tant bien que mal. D'accord. Pour conclure cette émission, Madame Otungini, quelques mots à l'endroit des femmes pour la Journée internationale de la femme qui se célèbre demain. Merci beaucoup. Je pense qu'avant qu'on ne se sépare, nous devons revenir vers notre futur égalitaire dans le monde de la Covid. Donc, nous avons dit tout à l'heure, tout ensemble, que la crise relative que nous vivons au Cameroun interpelle essentiellement la femme. Même dans le domaine de la Covid, que ce soit en matière de prévention, De manière très brève, s'il vous plaît. c'est nous qui devons être en première ligne pour apprendre à nos enfants, aux membres de notre famille, aux membres de nos communautés, à laver les mains et à mettre le masque. On parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat. La femme d'affaires qui est là ne me démentira pas. On nous demande aussi de prendre des initiatives qui vont vers une autonomisation de la femme et d'être leader dans tous les domaines, d'être en première ligne dans tous les domaines. Nous en sommes capables. D'accord, merci à vous, chères dames, de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Voilà donc qui met un terme à ce grand débat de ce dimanche 7 mars, cette édition spéciale en prélude au 8 mars qui se célèbre demain, qui a vu la collaboration de Roméo en Vela, de Joël Sidney Wende, de Steve Ngounou. Et merci à vous, merci de nous avoir regardés. Restez scotchés sur Cam10 Télévision pour la suite de nos programmes. Bonne fête à toutes les femmes les femmes camerounaises et à demain. Merci. Vous.